on va accueillir sur scène 2 personnes qui sont autant impliquées dans différentes responsabilités, mais aussi avec l'Office français de la biodiversité, vous allez comprendre, avec Sylvie Gustave Di Duflo, qui est vice-présidente du Conseil régional de Guadeloupe et présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Merci d'être avec nous, Sylvie. Et Frédéric Schluss, professeure d'anthropologie et directrice du département Hommes et Environnement au Muséum national d'histoire naturelle, et aussi présidente du conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? On va échanger sur votre observation de l'Université populaire de la biodiversité. C'est le moment d'être le plus critique. Parlons peut-être d'abord avec vous, Sylvie, est-ce que déjà, ce dont on a parlé, vous êtes élu Guadeloupe, bon courage aussi en ce moment, mais, non, mais c'est bien qu'on continue à parler de biodiversité. Merci de votre présence. On a parlé quand même de beaucoup de solutions. Vous voyez qu'elles sont adaptées aussi au territoire d'outre-mer? Parce que vous pouvez le rappeler, hein, est-ce que la biodiversité, principalement en outre-mer, la biodiversité française? Oui, donc je vous pose cette question aussi sur l'adaptabilité de ce qu'on a fait sur les territoires d'outre-mer. Oui, bonjour. Effectivement, beaucoup de solutions qui ont été proposées au cours de ces 2 jours sont totalement adaptables à la biodiversité ultramarine. Et ce que je voulais également vous dire ce soir, c'est que toutes les solutions, enfin en tout cas tous les dangers sur la biodiversité, par exemple, qu'a évoqué Bruno David hier, ce sont des dangers que nous vivons aussi sur cette biodiversité ultramarine. Il a parlé des espèces exotiques envahissantes, il a parlé d'un certain nombre de sujets. Et donc, effectivement, cette biodiversité ultramarine, qui constitue aussi la biodiversité de la France, doit aussi faire face à ces enjeux de préservation et de réchauffement climatique. Je peux me permettre de rebondir avec la question suivante. Vous avez l'impression qu'il y a suffisamment d'attention sur la biodiversité ultramarine de manière générale aussi, pas juste dans cette Université populaire de la biodiversité? Ben, en fait, tout le monde dit, et vous tous, chacun à votre échelle, que la biodiversité ultramarine, c'est 80% de la biodiversité française. Voilà, c'est un fait. Mais il faut la vivre. Il faut la vivre. Il faut la vivre. Et donc, en devenant présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, les membres du conseil d'administration ont décidé que l'OFB devait vivre cette biodiversité. Et en fait, en tant que présidente, je serais probablement là pour mettre en place une espèce de pétrissage entre cette biodiversité hexagonale et la biodiversité ultramarine. Il faut qu'on arrive à quelque chose, eh bien, même si vous êtes à Tours, même si vous êtes à La Réunion, eh bien, il y a des choses qui nous rassemblent. Et surtout, il faut que la France arrête de se penser comme une terre continentale. C'est un archipel avec des bras tentaculaires, aussi bien sur l'océan Atlantique, l'océan Pacifique que l'océan Indien. Et je parle évidemment également des terres australes. Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire aujourd'hui pour préserver la biodiversité de Tours, eh bien, vous pouvez aussi l'appliquer, vous pourrez aussi la mettre en exergue si vous êtes sur un territoire ultramarin. Donc, il faut qu'on crée du lien, il faut qu'on crée cette appropriation. Il faut que moi, en tant qu'ultramarine, je puisse m'approprier de la biodiversité autour de Tours, autour de Marseille, qui est une ville que j'adore, mais en même temps, vous tous, citoyens français, citoyens hexagonaux, il faut que vous vous appropriez de cette biodiversité ultramarine. Et oui, ça mérite un petit applaudissement. Oui, parce que là, on pourrait imaginer peut-être plus de, je ne sais pas, des correspondances plus précises, ne serait-ce que dans l'éducation, entre des jeunes de territoires ultramarins et des jeunes de territoires métropolitains, par exemple. Ouais. Oui, c'était un projet qu'on avait commencé à lancer avec la collectivité régionale, puisque je suis vice-présidente là-bas. Le président m'a donné un portefeuille où il n'y a rien qui fonctionne, l'eau, les déchets, l'environnement, donc il faut tout remettre d'équerre. Et donc on avait dans l'idée, à partir d'une manifestation, qu'on puisse promouvoir des classes ultramarines, des classes d'école, qui puissent
aller à Mayotte ou aller à La Réunion ou aller en région PACA pour pouvoir rencontrer d'autres écoliers pour qu'on puisse s'approprier ce territoire. Et c'est vrai, et c'est vraiment, vraiment très important qu'aujourd'hui, ce territoire hexagonal se pense comme un archipel des biodiversités. C'est ça qui est important. Est-ce que après les voyages éducatifs, nous, on estime d'ailleurs à titre personnel que ça a toujours une belle place dans l'avenir, malgré la discussion sur le carbone et les voyages. Vous ressentez comment d'ailleurs un peu l'interaction peut-être plus institutionnelle sur la question de biodiversité? Évidemment, l'Office a la responsabilité qui était celle des aires marines protégées, l'association des aires marines protégées, donc c'est pas nouveau pour l'OFB d'être en contact direct sur la gestion des aires marines et de la biodiversité ultramarine. Vous ressentez quand même une bonne collaboration au niveau institutionnel aussi, en ce qui concerne la biodiversité ultramarine et les autorités ici, soi-disant. Hein. Non, il y a des choses à faire. Et ma collègue Frédéric Schluss, on en discutait. Souvent, la biodiversité, elle est d'abord pensée comme hexagonale, et à côté, dans les textes, on met à la marge la biodiversité ultramarine, alors que cette biodiversité ultramarine, c'est 80% de la biodiversité française. Alors, il faut changer de paradigme. Il faut qu'on soit conscient de la responsabilité de chaque citoyen français, et quand je dis français, c'est-à-dire aussi bien hexagonal qu'ultramarin, à préserver cette biodiversité aussi bien sur l'hexagone que dans les territoires ultramarins. Parce que on ne connaît que 2 millions d'espèces, on estime qu'il y en aurait 12, et dans les 12 millions d'espèces qu'on pourrait découvrir, il y a encore un fort pourcentage d'espèces qui seront issues de la biodiversité ultramarine. Donc il faut qu'on se l'approprie, il faut que le territoire hexagonal s'approprie de cette biodiversité marine et que dans les textes, on parle des biodiversités, sans qu'il y ait cette biodiversité hexagonale. Et puis à la marge, on met quelques textes, quelque chose pour les territoires ultramarins. Et vraiment, c'est vraiment un changement de paradigme et un changement de la façon de penser. Dans la loi AGEC, on s'est battu, nous aussi, et ce qui fait que la Guadeloupe est terre d'expérimentation pour la consigne. C'est pas facile du tout, avec l'éco-organisme dont vous avez parlé, mais notre objectif, c'est justement de passer, nous sommes à 25% de recyclage, et c'est de passer à 90% de recyclage dès 2025. Parce que cette biodiversité exceptionnelle n'attend pas. Et nous sommes également des sentinelles de ce réchauffement climatique, et nous sommes beaucoup plus durement impactés parce que nous avons un contexte insulaire. Alors, véritablement, voilà, changeons de paradigme. Et donc, au cours de ma présidence de l'Office français, du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, les membres du CA m'ont fait l'honneur de m'élire. C'est pour que justement on puisse mélanger, pétrir ces biodiversités et qu'on se construise, je dirais, une identité de biodiversité française, mais avec un contexte archipélagique. Le message est... Oui. C'est pas moi qui vais vous retenir. Hein. Frédéric Schluss, merci d'avoir observé cette Université populaire de la biodiversité. Nous reviendrons vers vous, Madame Gustave Di-Duflo. Vous êtes anthropologue, vous avez dans le monde académique, mais aussi au muséum, présidé le conseil scientifique de l'OFB. Vous avez observé ces 2 journées aussi. Vous en pensez quoi sur l'ensemble des échanges? Vous avez un message plutôt positif déjà à véhiculer? Alors, avant de vous répondre, si je peux me permettre, je vais poursuivre juste un peu la discussion sur les territoires ultramarins. Biodiversité, c'est un fait, mais aussi diversité culturelle, et c'est une chance aussi. Et ça me paraît très important de toujours lier la biodiversité, la diversité culturelle. Je donnerai qu'un seul exemple, comment les territoires ultramarins nous inspirent. Alors un exemple que je connais
un petit peu mieux peut-être que d'autres, c'est les aires marines éducatives qui sont nées dans l'archipel des Marquises, en Polynésie française, et qui ont essaimé. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais il y a voilà, beaucoup, je regarde... Voilà, on s'approche des 500 et qui sont partis d'un territoire perdu dans le Pacifique, hein, un des archipels les plus éloignés de tous les continents au monde. Et l'idée est venue de là-bas. Et donc, je pense qu'il faut aussi bénéficier et puis encourager les idées qui viennent de l'ensemble des territoires. Alors, pour répondre à votre question, maintenant, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, passionnant, parfois décourageant, un petit peu comme Fanny, hein, où parfois je me disais, oh là là là, il y a quand même, on a encore tellement de chemin à faire, or on sait quand même beaucoup de choses depuis longtemps. Oui. Alors si on revient, voilà, les limites de la croissance, du rapport Meadows, le printemps silencieux de Rachel Carson, 1962, il y a quand même beaucoup d'alertes qui existent depuis longtemps. Donc c'est bien, on n'aura pas fait tout un événement sur la biodiversité sans mentionner Rachel Carson, grâce à vous. Oui. Non, puis voilà, au muséum, en plus, le printemps silencieux, on le remarque malheureusement encore maintenant. Je pense que si on l'avait lu aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé que c'était 1962 en le lisant. On aurait imaginé exactement. Les mêmes enjeux. Ouais. Donc c'est en ça que c'est un peu décourageant. Mais il y a eu aussi un certain nombre de choses que j'ai trouvées intéressantes. Alors je vais prendre, voilà, plutôt, on en parlait tout à l'heure, hein, une perspective un peu plus sciences humaines et sociales, même si je travaille beaucoup évidemment avec mes collègues écologues. Ce qui m'a intéressée, c'est les interdépendances. Alors on a beaucoup parlé d'interdépendance, d'écosystèmes, de liens, de connectivité, etc. Mais moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est les interdépendances, les réseaux humains. Quand j'écoutais le monde agricole hier, qui ne pouvait pas faire seul, l'importance du collectif, l'importance de ces réseaux acteurs, gestionnaires, scientifiques, de ces réseaux de citoyens. Et donc, on voit aussi là que la connectivité, le lien, il est aussi important dans la société. Il y a aussi, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place. Beaucoup de solutions sont quand même déjà connues. Il y a encore des choses à imaginer, à inventer, et heureusement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui certainement différentes approches à concilier. Des approches de connaissances, des approches d'éducation, de transmission, d'émotion. C'est un petit peu ce que j'ai entendu, hein, mais aussi de fiscalité, de plaidoyer, de contraintes, de police. Et donc, c'est aussi comme on travaille sur l'ensemble de ces aspects-là. Et tout ça a été cité pendant ces 2 jours. Et c'est particulièrement intéressant. Je vais peut-être pas, parce que j'ai encore des choses à dire. Mais oui, mais vous allez pouvoir, parce que je vais vous poser une autre question. Voilà. En termes de l'anthropologie, on n'a peut-être pas suffisamment abordé via ce prisme-là les questions de biodiversité pendant ces 2 jours. Plus largement, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, est-ce que nous n'avons pas trop tendance à solliciter les sciences humaines, sciences sociales, mais surtout les sciences humaines, une fois qu'on aurait échoué sur le plan technique et en mobilisant les disciplines plus sciences dures et techniques, ingénierie, etc. C'est souvent le problème. Il y a une méconnaissance en fait des sciences humaines et sociales, hein, et on vient nous trouver pour nous dire alors comment on peut faire pour changer le comportement des populations. Ce qui me paraît intéressant, c'est plutôt de travailler ensemble, alors en interdisciplinarité ou intersectorialité, donc avec d'autres secteurs que les sciences, pour essayer de mieux comprendre alors, moi, je parle d'anthropo-écosystème, mais du système auquel on a affaire, humain compris. Et donc, mieux le comprendre pour mieux agir. Et surtout qu'il y a quand même de grandes différences on parlait des territoires ultramarins, il y a des cultures différentes, il y a des pratiques différentes, dans des environnements différents. Et donc, c'est quand même bien d'avoir une idée un peu plus précise de ce
à quoi on a affaire. Et d'ailleurs, ça m'a quelquefois chiffonné en écoutant de parler des citoyens, des humains, comme s'ils étaient homogènes. Et en fait, non, c'est très, très hétérogène. Il y a des groupes sociaux extrêmement différents, il y a des cultures différentes. Et il y a un aspect qu'on a un petit peu évoqué, mais pas assez pour moi, et qui me paraît fondamental, c'est les inégalités écologiques et environnementales. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse société, il faut qu'on fasse société avec les non-humains, humains, non-humains, en les laissant aussi tranquilles. Pas toujours en société, mais si déjà on ne peut pas faire société à cause de ces inégalités écologiques et environnementales, on court à la catastrophe et on voit que ça va être certainement le problème majeur dans les années à venir. Donc il faut aussi prendre en compte qui a accès à ces espaces, comment. Il n'y a pas les mêmes types de pollution. On a parlé d'anthropocène, mes collègues préfèrent de parler de capitalocène ou de plantationocène. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il ne faut pas trop homogénéiser non plus, même si c'est important pour construire une réflexion. N'hésitez pas, on peut encore une fois faire circuler le micro. Si vous souhaitez poser une question à nos deux intervenantes, observatrices, là, dans un rôle d'observation, mais... parce que c'est très intéressant ces deux points de vue. J'ai pas envie de les résumer de manière vulgaire sur un point de vue d'ailleurs qui nous fait rappeler l'importance autant des politiques publiques adaptées, mais aussi des perceptions adaptées aux territoires d'outre-mer et à leur hétérogénéité, mais à l'anthropologie et à cette vision aussi des sciences humaines. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire. Et si vous avez d'ailleurs un commentaire sur l'Université populaire de la biodiversité, vous pouvez aussi le proposer maintenant. Est-ce que vous pensez que l'interdisciplinarité a vocation à faire disparaître les disciplines? Je pose cette question comme ça. Ou est-ce qu'on se forme maintenant dans plusieurs disciplines en même temps? Ça devrait être requis pour pouvoir traiter ces questions de biodiversité qui sont de manière très intrinsèque, en fait, de manière très naturelle, pluridisciplinaire. La biodiversité, c'est même pas une discipline. Enfin, l'écologie en tant que science, peut-être. Mais c'est quelque chose d'économique, de social, de culturel. C'est ce qu'il faut faire disparaître, les disciplines? À mon avis, non, mais c'est mon avis. C'est juste... vous êtes bien placé pour répondre. Ouais. Mais non, ce qu'il faut apprendre, c'est à mieux travailler ensemble, à mieux communiquer. C'est pas facile. Alors, j'ai la chance de présider un CS absolument incroyable à l'OFB. Je le dis vraiment sincèrement. Ça va les compliments pour l'OFB à partir de non, maintenant. Non, je complimente mes collègues. C'est surtout mes collègues qui sont présents. Parce qu'il y a énormément de disciplines qui sont représentées, de la philosophie à l'écologie, en passant par vétérinaire, le droit, l'anthropologie et d'autres formes, l'eau, toutes les formes au niveau des écosystèmes. Peut-être qu'on devrait avoir des philosophes la prochaine fois, pour prendre avec un peu de philosophie tout ce qu'on a C'est passionnant de discuter. Oui. Et en fait, c'est apprendre à parler, à travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'on a des cultures différentes, on a un vocabulaire différent, on a des méthodes différentes, donc il faut faire en sorte que qualitatif, quantitatif puisse fonctionner. Mais non, je pense que c'est bien de progresser ensemble, en se respectant, en s'écoutant. Mais il faut quand même garder... à minima, même si des études interdisciplinaires se font, garder en fait les socles fondamentaux. Je peux vous poser une question un peu de Oui, Romain, avec plaisir, oui. Je veux bien le micro, comme ça les gens derrière aussi l'entendent. Merci Romain Troublé de Tara. Merci beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec vous sur l'enjeu de garder les disciplines et de construire un dialogue. C'est toute la question du récit, en fait. Quel est le récit commun qu'on arrive à mettre en place et comment on peut y arriver? Et c'est là, je pense, que les SHS, les sciences sociales et humaines, peuvent vraiment apporter beaucoup à la construction de ce récit commun. Ça, c'est une question qu'on se pose pas mal en ce moment sur les formes de transmission. Il y a toutes ces formes de modélisation, de chiffres, etc., de graphiques. Mais aujourd'hui aussi, on pourrait penser sous forme de narratif. Comment on dit autrement? Parce que, en fait, les modèles sont pas forcément très appropriables et ces formes narratives seraient certainement intéressantes. Et donc, il y a des collègues qui travaillent là-dessus, sur la mise en place de narratifs et qui sont des récits qui sont vraiment intéressants. On a un projet d'ailleurs en ce sens, mais bon, j'ai pas le temps de le
le développer. On a une question à gauche, enfin ma gauche, votre droite, merci. Il est important aussi de savoir que cette dichotomie entre l'homme et la nature n'existe pas dans toutes les cultures, en fait. Il faut, voilà, ce sont nos cultures, nos sociétés occidentales, mais on a peut-être aussi beaucoup à apprendre d'autres cultures. Oui. C'est pour ça que je parlais aussi des territoires ultramarins, alors qui ne sont pas forcément des sociétés animistes ou totémistes, etc., mais qui ont quand même une appréhension assez différente de l'environnement, de leur environnement. Moi, je connais un peu mieux, je dis pas bien, mais un peu mieux la Polynésie française. Effectivement, le rapport à l'environnement est assez différent. Et on a à apprendre de ces autres cultures. Cette question-là, elle est vraiment fondamentale pour bien prendre conscience que ce qu'on construit comme rapport à la nature, c'est une construction qui est sociale, située à un moment donné dans des espaces géographiques donnés. Et donc, il faut... ça montre bien, voilà, que c'est une construction sociale, que c'est pas un fait qu'on ne pourrait pas changer aussi. Hein. Donc, ce rapport à la nature, il peut aussi se construire autrement. Oui, je rejoins totalement. En fait, quand on regarde les territoires ultramarins, chaque fois qu'on a voulu occidentaliser un peu nos pratiques, on est allé dans le mur. Et c'est par exemple le cas de la chlordécone, qui est ce pesticide qui a contaminé nos sols nous sommes à peu près pour 500 ans, hein, c'est ça, parce qu'on a voulu faire de la pratique intensive de la culture de bananes, alors que, je dirais, l'agriculture, c'est une agriculture traditionnelle, familiale, rurale, et en fait, l'agroécologie, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Ben, elle nous apprend à revenir en arrière et à de moins en moins s'utiliser d'intrants parce que de toute façon, dans notre environnement, nous avions déjà le nécessaire, nous avions déjà des plantes de service qui nous permettent de ne pas utiliser des pesticides, des fongicides, etc. Et parmi vos interlocuteurs, on a parlé d'amnésie écologique. Et oui, on avait oublié qu'avant les pesticides, eh bien, nos ancêtres, nos anciens, eh bien, ils faisaient sans pesticides, sans fongicides, et qu'ils s'en sortaient très très bien. Donc en fait, l'agroécologie, c'est le rétropédalage pour revenir en arrière de ce que faisaient nos anciens. Voilà. En tout cas, dans les territoires ultramarins. Mais c'était une question que j'avais, de faire un peu d'anthropologie comparée, si je puis dire. Vous avez posé cette même question. Est-ce qu'il y a d'autres cultures où, quand on les étudie, on se dit ils font complètement différent que la culture française occidentale? J'ai pas envie de mettre la culture européenne dans un sac non plus. Ça, je trouve justement assez vulgaire. Mais est-ce qu'il y en a où, quand on les étudie, on se dit mais ils font très différemment, ça marche mieux sur le plan de la biodiversité? C'est une question très difficile que vous posez. Je suis là pour ça, hein, j'essaie vous n'allez pas venir faire une table ronde facilement. On sait qu'ils font différemment, que parfois ça marche mieux pour la biodiversité. C'est pas forcément intentionnel, c'est pas forcément la biodiversité qui est l'objet, parce qu'en fait, la complexité, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre ces sociétés-là et leur nature. Ils nouent des relations sociales avec les non-humains qui sont considérés, voilà, avec qui ils ont des relations d'alliance, de consanguinité. Il y a tout un tas de choses. Donc, en fait, oui, il y a des formes différentes. Il y a des formes de préservation d'un certain nombre de milieux ou d'espèces, mais qui n'ont pas forcément un objectif formel de biodiversité, même si on s'aperçoit que c'est bénéfique pour la biodiversité. Donc il y a des volontés aujourd'hui peut-être de retrouver, c'est pas retrouver des formes parce qu'on retrouvera jamais des formes traditionnelles, mais de réinventer de nouvelles formes qui puissent avoir du sens en fait dans les cultures des différentes personnes. Je prends encore l'exemple de la Polynésie française avec cet exemple du raoui, donc qui est la mise en défense d'un espace pendant un moment donné, par exemple pour la pêche, mais c'est aussi sur les espaces terrestres.
ça n'avait pas forcément un sens écologique, c'était plutôt pour préserver de la ressource pour des fêtes qui étaient décidées à un moment ou à un autre. Mais on voit que ça a du sens pour les populations et qu'ils respectent davantage ce type, donc ce raoui, que quelque chose qui leur semblerait imposé de l'extérieur. Et donc c'est aussi composer avec l'ensemble des acteurs ce qui fait le plus sens pour eux, à la fois même dans le nom, le nom qu'on donne, mais aussi dans la manière de le mettre en œuvre, et voilà, qui fait sens. C'est surtout ça, je pense que c'est le sens qui est important. Est-ce que... oui, je vois une main levée, super. Et avec le micro qui arrive, et juste à côté, parfait. Oui, bonjour. En rapport avec ce que vous dites, plus que l'appropriation, je crois qu'effectivement c'est le lien que nous, les humains, nous devons entretenir avec... Alors moi je ne parle pas d'environnement, hein. Ça c'est presque du passé comme terme. On est dans le vivant, on fait partie du vivant et on dépend du vivant. Donc là, en le maltraitant, on se maltraite nous-mêmes à long terme. Et j'aimerais savoir, à l'OFB, qu'est-ce qu'il en est? On sait qu'en Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a une évolution dans le statut juridique sur un fleuve, le Wanganui, dans d'autres endroits en Amérique du Sud. Il y a toute une réflexion, alors c'est d'autres cultures, toute une réflexion sur justement le rapport au vivant. Et on sait, les sciences, comme vous avez dit tout à l'heure, les sciences dures, le constat, le GIEC l'a fait, hein, les sciences nous disent qu'on va dans le mur, effondrement bioclimatique. Donc ça, voilà, les sciences dures ont trouvé peut-être leurs limites. Maintenant, moi je suis persuadé, vous connaissez certainement en tant qu'anthropologue les travaux de Philippe Descola, de Bruno Latour. Il faut qu'on passe à un changement de paradigme, mais civilisationnel. Il faut arrêter l'appropriation de considérer les éléments de la nature comme des ressources. On a la Loire, elle sert à refroidir les centrales, elle sert à arroser les plantations de maïs. Enfin bref, on sait qu'on est dans tout un système économique qui est à repenser, à reconsidérer. Vous avez parlé des insecticides. Enfin, il y a tout cela qui est à revoir. Et on a absolument besoin des travaux des anthropologues, des travaux des philosophes, et peut-être, je ne sais pas si vous avez lu le travail qui a été fait par Assemblée de Loire, je sais qu'il y a Maud Le Floch qui est ici, sur justement de la réflexion qui est menée sur comment donner, comment réfléchir. Peut-être faut-il passer par un statut juridique alors à la Loire, et puis après au-delà aux vivants en général. Est-ce qu'à l'OFB, vous avez cette réflexion-là ou pas? Merci. Alors, moi, je ne suis pas l'OFB. Je préside le conseil scientifique de l'OFB, où, effectivement, il y a des réflexions, alors pas sur les questions de statut juridique, forcément, mais notre dernier CS portait sur la notion de préjudice écologique. C'est quoi un préjudice écologique? À la fois atteinte aux espèces, aux environnements, mais aussi aux bénéfices collectifs que peuvent en retirer les humains. Donc c'est des questions extrêmement complexes sur lesquelles il faut qu'on travaille et qu'on décide un certain nombre de choses. Peut-être pour revenir un petit peu plus en amont sur votre question, changer de paradigme. Alors c'est les changements transformateurs de l'IPBES qui appellent à changer de paradigme. De mon point de vue, c'est pour ça que je parlais des inégalités écologiques et environnementales, changer de paradigme, c'est évidemment changer sa relation ou repenser la relation au non-humain, mais c'est aussi une société plus éthique, et ça pourra passer que par là aussi. Il faut réfléchir l'ensemble, une société éthique, responsable, égalitaire, de l'équité, et puis de ces relations humains-non-humains. Et pour revenir, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais c'est une question tellement difficile que je vais avoir du mal, surtout en quelques mots. Et pour répondre en partie à votre question, puis à ce qui était posé avant, c'est les termes moi, que j'ai entendus qui m'ont quand même fait réfléchir. J'ai noté un discret, fierté, sens, choix, équilibre, accueil, maintenant, responsabilité.
Et tous ces mots ont été dits par des personnes qui sont intervenues, et j'en ai oublié certainement plein, pendant ces 2 jours. Et ça me semble vraiment être au cœur de ce que l'on doit réfléchir comme société. Et effectivement, une société qui doit repenser c'est quoi le progrès, pour qui, comment, ces différenciations, qui doit repenser son lien avec l'altérité humain et non humain. Et pour ça, les philosophes, oui, sont vraiment intéressants parce que l'ouvrage de Virginie Maris, La part sauvage du monde, si je me souviens bien, voilà, je fais pas d'erreur dans le titre, c'est vraiment aussi laisser au monde une part sauvage. C'est pas être en relation partout, tout le temps, avec, et ça a été dit aussi hier. Donc il y a aussi des espaces, et donc c'est penser ça, et ça amène beaucoup de questions, mais qu'on doit résoudre tous ensemble, en pluridisciplinarité, mais aussi avec l'ensemble des citoyens et des élus. Merci beaucoup à vous deux. On peut sauf s'il y a une question qui encore... Oui, Pierre Dubreuil. Non, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt la réponse au monsieur qui dit « Et vous, l'OFB ?» Parce que Frédéric a répondu courageusement, moi je ne suis pas l'OFB. En fait, l'OFB, c'est plusieurs choses. Enfin, c'est d'abord un établissement public. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'évolution de ce paradigme que vous appelez de vos voeux, et je ne vais pas redire ce qu'a dit Frédéric. Nous, on n'est pas forcément... Enfin, on ne peut pas faire évoluer un paradigme à nous tout seuls. Par contre, on a plusieurs missions. Au-delà de celle d'être un appui au gouvernement d'expertise, on a aussi celle de mobiliser la société. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors peut-être je peux donner la parole à Christophe Aubel, qui est le directeur général délégué sur la mobilisation de la société chez nous, et qui va vous dire peut-être ce qu'on fait pour que le paradigme évolue. N'est-ce pas, Christophe ? Donc c'est moi qui récupère la question. Alors d'abord, très honnêtement, sur la question que vous posiez, hein, avec les travaux sur la Loire, là, pour donner une personnalité juridique, on n'a pas engagé de réflexion, nous, à ce stade, à l'OFB sur le sujet. Voilà, moi j'avais plaidé pour que le sujet soit un peu présent, et j'étais ravi de voir le jeu. Voilà, ça c'est un fait. Après, par contre, en tant qu'établissement public, donc mobilisation de la société, on a des travaux qu'on fait avec les acteurs. Vous avez entendu parler territoire engagé pour la nature, entreprise engagée pour la nature. Ce qu'on est en train d'engager, mais qui démarre à peine, puisqu'on vient de passer en comité de direction une stratégie OFB citoyen, pour aller chercher le citoyen sur nos sujets, mais essayer d'aller le chercher de 2 manières. Évidemment, comme acteur, chacun d'entre nous peut faire des choses, mais aussi comme influenceur. Hein, on est convaincu aussi que les décideurs, au sens large du terme, c'est aussi en fonction de la demande sociale qui s'exprimera, ou sociétale, on dit comme on veut, sur nos sujets, qu'ils bougeront d'autant plus vite. Voilà, donc ça c'est le principe. On est en train d'élaborer là-dessus nos plans d'action. Je rappelle qu'on a à peine 2 ans, donc voilà, on n'est pas encore en mode routinier sur tous ces sujets. Par contre, ce qu'on fait aussi, parce que l'OFB, il fait, mais il fait faire aussi, c'est-à-dire qu'il soutient des initiatives. Et on a soutenu pas mal, déjà, de travaux, soit de SHS, tout à l'heure, tu parlais de narratif. On soutient des associations qui font travailler des artistes sur ces questions-là pour faire monter le sujet de façon différente. Et parmi eux, il y a des gens qui écrivent des choses. On a déjà organisé des ateliers citoyens pour raconter des histoires et se projeter sur la biodiversité. Donc voilà, on s'engage sur ces travaux. Encore une fois, très modestement, si j'ai posé la question tout à l'heure sur comment on résout le sujet de l'artificialisation et le désir de maison, c'est que je pense qu'en tant qu'établissement public, il faut qu'on dise des choses là-dessus. Comment, par rapport à cette demande de plein de nos concitoyens, et qui est légitime quelque part, je veux un jardin et un pavillon, bah oui, mais on a un problème, qu'est-ce que nous, on fait pour faire bouger les têtes? Puis je me permets de dire aussi quand même que par rapport à tout ce qui s'est dit, vous, et merci, les questions dans la salle, c'est qu'il y a quand même François Sarano hier qui a tracé des voies quant au narratif, sans doute, et des choses à faire. Et moi, je vous invite à relayer la vidéo de François Sarano partout sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il est plutôt bon quand même pour nous faire bouger la tête. Voilà, je n'ai pas répondu précisément encore à un tout, mais en tout cas, on a bien identifié la chose, et si Pierre a souhaité organiser ces universités populaires de la biodiversité, c'est bien parce qu'on a envie d'aller vers ça, même si c'est que les premières, et qu'on va continuer à faire pour faire encore plus, mais ça, je te laisserai en dire un mot tout à l'heure. Restez là, j'ai été impoli, j'ai oublié ce jeune homme juste à côté. Donc il y a une dernière question, une dernière remarque avant qu'on passe à autre chose. Il a déjà un micro en plus. Une
Une petite question donc, concernant les jeunes. Comment est-ce que vous comptez toucher les jeunes sans être déprimés parce que depuis qu'on est né, en fait, quelque part, on se retrouve face à un biocide, que tout va de plus en plus mal. Mais comment est-ce qu'on pourrait rester optimiste? C'est un peu une question compliquée à répondre, je suis désolé. Oui, mais ce que je propose, c'est qu'on on vous donne l'opportunité de répondre aussi et on la garde pour la suite parce que je pense que c'est bien approprié aussi pour la conclusion. Mais si vous voulez répondre à ça, cette question d'optimisme, cette question de... n'hésitez pas. Je dirais tout simplement par la prise de conscience et les actions que nous menons. Parce que si déjà nous sommes conscients qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut probablement changer de société et qu'il faut aller vers une société où finalement ce n'est pas le profit économique qui est, qui est le premier intérêt, mais bien vivre en harmonie avec sa planète et vivre pendant longtemps, eh bien, déjà, cette prise de conscience et toutes les actions que nous allons mener derrière, il faut s'inscrire dans l'action, il faut mener des combats et il faut effectivement, moi je le dis très clairement, je suis une femme politique, il faut pousser les politiques à aller encore et accélérer et aller encore plus vite. C'est votre devoir, puisque c'est vous les générations futures. Et donc, et ce travail-là, vous le continuerez encore avec vos enfants et vos petits-enfants. Donc, il faut s'inscrire résolument dans l'action et résolument, je dirais, dans les résultats de ces actions. Merci à vous deux. Non, vous voulez... On a plein de très très bons commentaires en ligne que je vais garder pour quand on invite sur scène dans quelques instants le directeur général de l'OFB, Pierre Dubreuil, mais je vous invite à raccompagner Frédéric Schluss et Sylvie Gustave-Di du FLO, et merci pour votre intervention.